Bonsoir. Je me présente, Audrey Genois, directrice de la conservation et de la programmation artistique au MAC. C'est avec un immense plaisir de vous accueillir ce soir au nom du Musée d'art contemporain de Montréal à cette activité exceptionnelle qui s'inscrit dans le cadre de l'exposition Alanis Obomsawin « Les enfants doivent entendre une autre histoire ». Nous aurons le privilège d'assister à une conversation entre deux grandes figures de la culture contemporaine. L'auteur, la cinéaste, activiste et chanteuse abénaki Alanis Obomsawin et l'auteur Innu Michel Jean. Quel bonheur d'être avec vous ce soir. Avant de poursuivre la présentation, j'aimerais souligner que le Musée d'art contemporain de Montréal est situé sur des terres autochtones et reconnaît avec respect et gratitude la nation Gayengayaga en tant que gardienne de ses terres et de ses eaux. Les territoires autochtones traditionnels sont connus sous le nom de Tiohtià:ke pour les Haudenosaunee, de Munyang pour les Anishinaabe et de Montréal pour de nombreux autres peuples. Aujourd'hui, une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. Avant de vous présenter nos invités, j'invite Stéphane Laroche, directeur général du Musée d'art contemporain de Montréal, à vous dire quelques mots. Bonsoir à tous, ravi et à toutes, ravi d'être avec vous ce soir. C'est un vrai bonheur pour moi de commencer mon mandat à titre de nouveau directeur général du Musée d'art contemporain avec cet événement. Ça fait seulement quelques semaines que je suis en poste et j'avais envie de vous dire, je l'ai dit à Alanis tout à l'heure, quel beau cadeau pour moi que de commencer mon mandat avec cette exposition exceptionnelle qui est en cours en ce moment à Place Ville-Marie. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à venir la voir. Vous avez jusqu'en janvier, mais attendez pas la dernière semaine, je vous en prie. Venez nous voir rapidement. C'est une exposition formidable qui présente en fait une espèce de rétrospective de 60 ans de carrière d'Alanis Obomsawin, son œuvre cinématographique évidemment, mais aussi son œuvre visuelle, son œuvre musicale, qui est agrémentée de documents d'archives et de reportages qui permettent de jeter un nouvel éclairage sur son travail de plusieurs décennies. C'est un cadeau aussi d'être avec vous ce soir et de participer à cette conversation entre Alanis Obomsawin et Michel Jean. Donc, j'espère que cette conversation sera des plus nourrissantes, mais en fait, je n'en doute absolument pas. L'engagement du Musée d'art contemporain envers les communautés autochtones est au cœur de nos priorités institutionnelles et nous sommes ravis de pouvoir collaborer avec les communautés et les nations autochtones et de contribuer au rayonnement des voix autochtones. Ce soir, je vais malheureusement terminer sur une note un peu plus triste. Je ne peux pas terminer sans évoquer la mémoire d'une autre grande dame de la culture québécoise, Madeleine Arbour, qui nous a quittés ce matin, comme vous le savez sans doute. Madeleine Arbour était signataire du Refus global, qui peut être considéré comme un texte fondateur du Québec moderne, et on peut aussi le considérer comme ayant indirectement inspiré la création du Musée d'art contemporain de Montréal. Ce manifeste incarne l'élan de renouvellement culturel qui continue de guider notre mission et nos valeurs d'aujourd'hui. Et à cet égard, je veux saluer sa mémoire. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée en compagnie d'Alanis Obomsawin et de Michel Jean. Maintenant, une brève présentation de nos distingués invités. Brève parce que ce sont deux personnes plus grandes que nature. Donc, tout d'abord, Alanis Obomsawin est une pionnière incontournable et l'une des plus éminentes réalisatrices autochtones au monde. Sa carrière remarquable, entamée comme chanteuse et conteuse, a pris son envol en 1967 lorsqu'elle rejoint l'Office national du film du Canada. Depuis, son parcours est marqué par une réalisation de 65 films extraordinaires, dont des documentaires primés tels que Les événements de Restigouche et Kanasatake, 270 ans de résistance. Le travail d'Alanis Obomsawin transcende l'art cinématographique.
Il donne une voix aux Premières Nations, amplifie leurs préoccupations et remet en question les systèmes qui perpétuent le colonialisme. Son œuvre, saluée à l'international, a été notamment présentée au MoMA à New York en 2008. Alanis Obomsawin a toujours réussi à accéder aux tribunes publiques pour faire valoir les préoccupations des Autochtones et à raconter leur histoire. En tant que réalisatrice documentaire à l'ONF, elle a créé un modèle de cinéma autochtone qui privilégie la voix de ses sujets et remet en question les fondements de notre société. Alanis Obomsawin a reçu de nombreuses distinctions prestigieuses, dont le titre de compagnon de l'Ordre du Canada, l'Ordre du Québec qui honore son immense contribution culturelle. Elle est également lauréate du prix Glenn Gould et du prix du gouverneur général en arts visuels et médiatiques. Michel Jean, également parmi nous ce soir, est un auteur et journaliste innu originaire de Mastoyache. Son œuvre littéraire, traduite en 8 langues et publiée à travers plus d'une dizaine de pays, s'inscrit avec force et sensibilité dans le paysage culturel contemporain. Son roman « Coucoum » a connu un succès retentissant, tant au Québec qu'à l'étranger. Michel Jean contribue à faire rayonner les voix autochtones tout en explorant les thèmes de l'identité, du territoire et de la transmission. Son œuvre est adaptée au théâtre et le sera bientôt au grand écran et à la télévision. Il a été invité de prestigieux salons du livre et de nombreux festivals littéraires en France, en Allemagne, en Autriche, notamment où les thèmes de la question identitaire, du territoire et de la survie des Premières Nations y trouvent une grande résonance. Michel Jean est aussi lauréat de 8 prix littéraires, dont le prix Bibliothèque Archives Canada. Il a été fait compagnon du Conseil des arts et des lettres du Québec et chevalier de l'Ordre de la Pléiade. Son roman « Coucoum » est enseigné dans de nombreuses universités. Cette magnifique soirée est rendue possible grâce au soutien généreux du Bureau de l'Écran autochtone. Certains sont présents ici ce soir. Je tiens à vous remercier pour cette contribution qui nous offre l'occasion privilégiée d'assister à un dialogue unique entre 2 grands conteurs de notre époque. La conversation durera 60 minutes et sera suivie d'une période de questions de 20 minutes. Vous avez des micros de chaque côté dans les allées. Comme vous l'aurez remarqué, nous avons avec nous Catherine et puis Daphné qui assureront l'interprétation de la conférence en langue des signes québécoise. Aussi, je vous rappelle que la conférence est filmée et vous pourrez revoir cet entretien sur notre chaîne YouTube du MAC et répandre la bonne nouvelle pour ceux qui n'ont pas pu venir ce soir. Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée. Merci. Coucou tout le monde, merci à tous d'être là. Coucou Mme Obomsawin. Moi, j'ai fait beaucoup d'entrevues dans ma carrière, même avec des premiers ministres, j'ai jamais de notes, mais j'en ai pris aujourd'hui. J'ai pas honte de le dire, parce que je trouve que c'est un privilège pour moi aussi d'être assis avec vous puis de vous parler aujourd'hui. J'aimerais ça qu'on profite de cette heure-là pour plonger un peu dans votre passé, dans votre action, et ce qui vous a amené à ce que vous continuez de faire aujourd'hui, parce que vous restez encore très actif aujourd'hui. Je regardais... Je sais, vous avez 92 ans, je sais. C'est une inspiration, ça aussi. C'est la Jeannette des Autochtones, finalement. Et Mme Obomsawin, bon, tantôt on parlait de votre carrière, vous avez été mannequin, vous avez été conteuse, vous avez été chanteuse, mais c'est vraiment au cinéma, j'ai l'impression que vous avez pu laisser votre empreinte sur la société québécoise et canadienne. Vous aviez donc plusieurs choix. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir le cinéma? Pourquoi le cinéma? Bien, premièrement, le cinéma, je ne connaissais rien de ça. C'est une bonne raison de le choisir. C'est comme par hasard. Ce que je voulais, c'est des changements au niveau éducationnel. Parce que je trouve que c'est là que le grand pouvoir existe. Et à ce moment-là, moi, jeune enfant, j'ai été vraiment battue, puis j'ai eu une vie horrible. Alors, je ne voulais pas que d'autres enfants passent par là. Alors, mon idée, c'était, il faut que les livres qui racontent l'histoire du Canada, nous autres, les sauvages, qu'on a scalpé les pauvres Blancs qui sont venus ici. Alors, tu peux t'imaginer que quand la maîtresse d'école sortait son livre, l'histoire du Canada, je savais que j'allais être battue ce jour-là. Alors, c'était pour ça, parce que je me disais, si les enfants entendaient une autre histoire, ils n'ailleraient pas tant que ça. Tout aussi simple que ça. Et c'est comme ça que j'ai travaillé, premièrement, en chantant. J'étais petite fille, puis j'étais un peu fatigante. Je chantais tout le temps, puis je me berçais dans une chaise berceuse à Odanak. Il y en avait qui me disaient « Pourrais-tu arrêter de chanter? » là? Puis
c'est comme ça que j'ai commencé en voulant que les enfants nous connaissent autrement. Alors, premièrement, j'ai fait des centaines d'écoles à travers le pays. J'ai commencé avec les scouts. Puis ça, j'ai adoré ça. Parce que les scouts apprennent des belles choses sur la nature, sur le climat. Donc, il y avait un lien avec la culture des Premières Nations. Oui. Puis alors là, finalement, j'ai commencé à être invitée dans les écoles. Et puis ça, je me disais, ça, c'est le paradis parce que c'est ici que ça se passe. Puis c'est ici qu'il va y avoir des changements, puis j'avais raison. Et le cinéma, pour vous, c'était quelque chose où vous avez l'impression de peut-être d'arriver à rejoindre un public plus grand ou d'avoir, je ne sais pas, une prise de parole? Je pensais même pas ça. Je connaissais rien du cinéma. Et un jour, je faisais une campagne pour bâtir une piscine à Odanak. Parce que nos enfants étaient mal vus à Pierreville. Ils disaient « pas de sauvages ici ». Puis un jour, ben, 2 petites filles, 2 sœurs, ils pleuraient. « Oh, on est allé pour se baigner, puis on dit pas de sauvages ici ». Puis sur le coup, je me disais, puis j'étais connue comme chanteuse, surtout dans ce temps-là, je me disais « ouais, ben, je devrais vraiment expliquer ça, tu sais, qu'ils sont racistes à mort ». Après ça, je dis non. Pourquoi qu'on forcerait nos enfants à aller dans un endroit où ils ne sont pas bienvenus? Fait que moi, j'ai dit aux enfants, « Ah, on va avoir notre piscine ». Bien, le lendemain, les enfants disaient, « Où est-ce qu'elle est, la piscine? » Je pensais que ça pourrait être facile, mais I have good news for you. Mais Mme Obensawan, quand vous racontez ça, puis je relisais un peu sur vous ces derniers jours, l'épisode justement des jeunes qui étaient victimes de racisme à Pierreville, qui est juste à côté d'Odanak. L'épisode aussi où vous avez raconté quand vous étiez jeune, à l'école, vous faisiez donner des volets parce que vous étiez une sauvagesse, puis qu'à un moment donné, vous étiez mis le dos au mur, parce que comme ça, il n'y avait personne par en arrière, puis vous voyez qui s'en prenait à vous. Ce que ça m'a rappelé, c'est quelque chose que j'ignorais, moi, à quel point le racisme, on va l'appeler comme ça, était quelque chose auquel étaient confrontées les Premières Nations. Vraiment. Oh, c'est effrayant. Mais je me souviens, moi, mon père est mort, j'avais 12 ans. Mon père avait 42 ans, puis il est mort de la tuberculose. Puis je me souviens, dans ce temps-là, on vivait à Trois-Rivières. Alors, on allait selon la coutume des Blancs de Trois-Rivières. Puis là, dans ce temps-là, je ne sais pas si vous autres, vous êtes trop jeunes pour savoir ça, mais il y avait une coutume. Si, mettons, quelqu'un mourait, souvent, la personne était dans un tombeau dans la maison. Puis là, à la porte, la porte de devant, il appelait ça un crêpe. C'était sur la porte, il y avait comme... Le crêpe, c'est une sorte de tissu. Vous savez ce que c'est? C'est un tissu français, c'est un crêpe qui ne se froisse pas. Et là, il y avait comme... On appelait ça 2 choux avec ce crêpe-là qui était sur la porte, puis comme 2 rideaux qui pendaient. Puis là, ça voulait dire qu'il y a un mort qui est exposé là, on va aller voir qui c'est. Les gens ne te connaissaient même pas, ils rentraient, là, puis ils venaient voir. Puis mon père était dans une des pièces, dans une des chambres, puis là, le monde rentrait, on ne les connaissait même pas d'avoir... on va aller voir comment est-ce qu'ils vivent, les sauvages, là, c'est un petit peu ça. Puis je me souviens, je me berçais dans la cuisine. Puis là, je m'assoyais avec mon père dans le tombeau, dans la pièce. Puis là, moi, je disais, moi, il n'y a plus personne qui va me battre maintenant, c'est fini. Puis là, il y avait une voix qui me parlait, puis il me disait, oh, c'est toi qui dis ça, mais les autres qui veulent te battre, ils vont te battre. Moi, je disais, oh non, ça ne marchera pas de même. Puis je me suis fait tout un paquet de lois. Quand je vais arriver à l'école, à la récréation, je vais me tenir debout à côté du mur de briques, puis je ne bouge pas de là. Puis quand ils vont dire « maudite sauvagesse sale », je vais dire « viens plus près, je t'entends pas ». Puis là, c'est moi qui vais sauter dessus. Ouais. Puis là, dans la classe, tu sais, la classe, c'était toutes des religieuses, les filles de Jésus qui appelaient. Puis il y avait une femme qui travaillait là, elle n'était pas une nonne, là. Une nonne qui a eu nonne, là. Alors, elle s'appelait Mademoiselle Roux. Puis elle maïssait tellement, là, c'était effrayant. Alors, j'ai fait ça. Puis là, dans la classe, quand elle ouvrait son livre d'histoire du Canada, les enfants se retournaient. J'étais toujours à la queue en arrière. Puis ils me faisaient des grimaces, puis ils riaient de moi. Puis moi, j'avais plus l'habitude de mettre le livre devant mon visage. Puis là, j'ai dit, ma fille, tu ne fais plus jamais ça. Tu vas laisser, tu vas regarder, puis la première qui se retourne, tu vas sauter dessus. OK. Ouais, c'est ce que j'ai fait, puis ça a marché. Oui. J'aurais dû prendre ça comme leçon. La journée, la sœur a été tellement surprise, j'avais jamais fait ça de ma vie. Alors là, j'ai regardé, puis c'est la première qui s'est tournée, j'ai flyé, là,
passé les pupitres. Puis là, j'ai sauté dessus. Puis là, elle a pissé à terre. Puis, c'était... Puis là, je me suis levée debout. Puis là, j'ai dit, « Ouznek, c'est qui, là? » Puis je suis devenue un vrai Tarzan, même avec les plus grandes personnes. Puis là... Donc, en clair, vous avez compris qu'il fallait que vous établissiez vous-même vos règles parce qu'il n'y a personne qui allait venir à votre secours ou les... Bien, ça n'existait pas, vous les rire, vous. Non, mais j'ai jamais haï les enfants. Tu sais, j'ai toujours dit, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la vraie histoire. Puis, savez-vous quoi, j'avais raison. À cette heure, au Québec, c'est plus comme ça. Tu sais, il n'y a pas d'histoire qui se passe comme ça, là. Alors, on est écouté, puis on est respecté. Puis, c'est à travers le Canada. Puis, je peux vous dire, aujourd'hui, j'ai 92 ans. Et puis, je n'aurais pas été capable de vous dire ça il y a 10 ans passés même. C'est que je pense qu'en général, les Canadiens veulent voir la justice à nos peuples. Alors, je suis tellement gâtée de voir que j'ai vécu jusqu'à maintenant pour voir la différence. Puis je le crois que ce que vous dites, parce que moi, je le vois aussi chez les jeunes. Mes livres, souvent, sont dans des écoles. Puis je vois quand les jeunes les lisent, voient l'autre côté de la médaille, ils ont une compréhension différente de l'histoire. Nous, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On n'avait que les livres d'histoire, l'histoire commençant en 1534. Moi, j'ai été élevé à Sorel, qui est à côté d'Onanak. Puis une pièce de théâtre, on jouait le massacre de Saint-Gabriel-l'Allemand, à l'école Saint-Gabriel-l'Allemand. Puis comme je suis autochtone, ils m'ont dit que c'est toi qui vas les tuer, Saint-Gabriel-l'Allemand. Puis ils m'ont donné un bandeau mauve. Puis j'ai oxy Saint-Gabriel-l'Allemand d'un bon coup de tomahawk. Un coup de tomahawk? Ben, ils m'ont donné un tomahawk, puis il fallait que je tape ça. J'avais demandé à ma mère, j'en fais ça, nous autres, les Indiens, on arrive en traite par en arrière, puis on tue les Saints. Ma mère dit, occupe-toi pas de ça. Fait que j'avais donné un bon coup, puis ils m'ont plus jamais demandé de faire la pièce de théâtre non plus. Après, c'était la fin de ma carrière. Mais je retiens quand même de ce que vous me dites, c'est que déjà, quand vous avez réagi face à ce que vous ressentiez... J'ai gagné. Quand vous étiez enfant, puis ça a montré que vous avez gagné. Ben Puis après ça, quand vous êtes arrivé au cinéma, la parole que vous avez prise, vous avez voulu la donner aux autres aussi. Quand on regarde vos films, c'est ça que vous faites. Vous donnez la parole à des gens qui étaient des gens qu'on n'écoutait pas, des gens qu'on ne voulait pas entendre, les Autochtones, les Premières Nations. Mais ces gens-là, à qui personne tendait un micro, quand vous leur donniez l'occasion de parler, comment ils réagissaient, eux, d'abord? Mais premièrement, c'était très nouveau. Tu sais, quand je commençais à travailler à l'office, puis j'entendais toujours une voix british. Là, je disais, « Hey, nos peuples là, sont très beaux, hein, puis ils savent parler. Ils sont capables de parler. Pourquoi vous n'êtes pas capable de les entendre? » Tu sais, c'était toujours une voix vraiment british qui parlait dessus. Là. En tout cas, c'est une... Mais quand vous leur tendiez un micro, les premières fois que vous arriviez, puis vous rencontrez des membres des Premières Nations, puis vous leur demandiez de raconter leur version, leurs histoires. Premièrement, moi, je n'irais jamais, puis même encore aujourd'hui, je travaille beaucoup à l'ancienne, jamais que je viendrais dans une réserve avec une équipe puis dire oh, « je fais un film sur vous autres ». Je fais toujours des entrevues, juste le son. Audio. Moi, puis une personne ou plusieurs personnes. Parce que, pour moi, la parole, c'est sacré. Je veux entendre ce que la personne ou les personnes ont à dire, c'est leur vécu. C'est sacré pour moi. Je me fatigue jamais de les écouter. Et là, quand je pense que, bon, ben là, je sais qu'est-ce que c'est l'histoire, je la comprends. Là, ça va être beaucoup plus tard que je vais venir avec une équipe de caméra. Jamais que j'arriverai... à part que quand on dit, c'est... vous travaillez comme les singes, là, Gorilla Filmmaking. S'il y a quelque chose qui se passe, il faut filmer quand ça arrive. Là, c'est comme Kanesatake, puis Stigo, c'était comme ça. Donc, un pas à la fois pour arriver à convaincre les gens de s'ouvrir, de commencer à raconter leurs trucs. Oui, puis c'est ça, il faut avoir du respect. C'est pas toi qui connais l'histoire. Tu peux pas dire, oh, ben là, je le sais, je vais dire telle affaire. Ça ne marche pas de même. C'est les personnes, c'est leur vie, c'est eux autres qui connaissent qu'est-ce que c'est que leur vie. Puis il faut être capable d'écouter et d'entendre. Quand tu penses que, oh, ben je le sais, qu'est-ce qu'il dit, je vais dire telle affaire, ça ne marche pas de même. Il faut écouter. Êtes-vous capable d'entendre? Êtes-vous capable d'adorer ce qu'une autre personne vous raconte? C'est tellement sacré, c'est leur vie. Chaque personne ici, là, moi, si je veux, je pourrais faire un film de n'importe qui de vous autres, un bon film. Vous savez pourquoi? C'est parce que je vous écouterais. C'est aussi simple que ça. Alors, c'est ça. Le pire, c'est que je vous crois. Hein? Le pire, c'est que je vous crois que vous feriez les bons films avec je le chacune sais, des histoires. voyons.
Mais autant vous avez l'air douce et gentil comme ça, autant quand je suis allé voir l'exposition, puis j'invite les gens à y aller parce que c'est vraiment extraordinaire. Moi, comme autochtone, une des choses qui m'a frappé le plus, c'est l'aplomb avec lequel vous parliez aux non-autochtones, que je ne me souviens pas d'avoir vu, même encore aujourd'hui, chez les Autochtones, quelqu'un qui a cet aplomb-là. Vous leur disiez, je me souviens, entre autres, vous êtes en entrevue, vous êtes toute jeune, avec un journaliste sur les ondes de Radio-Canada, puis il parle de l'histoire, puis vous dites, ben oui, je sais, vous avez votre histoire du Canada, mais nous autres, si on a notre histoire du Canada, c'est pas la même, puis je crois la mienne. Puis quand même, tu sais, je veux dire... Non, je sais que c'est vrai, mais ça prenait du front quand même de le dire. Mais il y en avait un, je ne sais pas lequel, je me souviens plus, je pense qu'il s'appelait Ducharme. Il me disait, bon, ben là, parce j'avais le nom Robert aussi. Puis j'ai fait des recherches pour savoir d'où ça sort le nom Robert. Puis là, je parlais avec Fernand Obomsawin, puis lui aussi, il y avait Robert. Il y a toute une lignée d'Obomsawin qui ont Robert. Mais la moitié des gens à Odanak, c'est des Obomsawin. C'est un peu comme les Sioux oui, à Wendake. Quatre nations, il y a 4 lignes d'Obomsawin. Puis là, je voulais savoir d'où ça sort le mot Robert. Puis là, Fernand m'a dit, il était chef dans ce temps-là, il dit, on a fait des recherches là-dessus. C'est une religieuse, parce qu'à Odanak, il y avait un couvent. Puis c'était les Sœurs Grises qui étaient là, puis tout le monde, les enfants d'Odanak allaient à cette école-là. Puis apparemment, c'est une Sœur Grise qui a dit, ben là, si vous allez... parce qu'il y en avait beaucoup qui allaient vivre dans des villes aux États-Unis ou au Québec. Allez pas dire votre nom, c'est Obomsawin, ça allait faire rire de vous autres. C'est un nom, là, les Blancs, là, ils vont rire de vous autres. Ça vous prend un nom de Blanc. Puis c'est elle, cette nonne-là, qui a sorti le nom Robert. Ah oui, c'est beau, Robert, c'est là, on pensait, pendant des années, il doit y avoir un Robert qui a marié un Obomsawin. Mais c'est pas ça pantoute. Alors, c'est très... Puis savez-vous, elle avait raison, hein? Parce que moi, quand j'ai vécu à Trois-Rivières, mon père, c'était un Obomsawin. Puis c'était un guide dans le bois pour la chasse et la pêche. Puis il m'a appelé toutes sortes de noms. Pichtawin, t'es une sauvagesse. Puis tu sais, ça n'arrêtait pas. Fait que là, le nom Robert embarquait, puis là, Robert, ça passait. Bon, tout le monde pensait, il y a une ligne d'Obomsawin, il y a eu des Robert, là. C'est pas vrai. C'est une nonne qui a dit ça, puis elle avait raison, parce qu'on faisait vraiment rire de nous autres dans ce temps-là. Mais quand même, vous aviez l'assurance de dire les choses. Tu sais, quand vous disiez, par exemple, là, vous avez volé nos terres. C'est vrai. Mais même aujourd'hui, c'est dur à dire quelque chose comme ça au Québec. Vous avez volé nos terres, vous avez pris nos terres. Mais vous l'avez dit quand même, puis vous le disiez à des gens de pouvoir. Ah oui. Bien, c'est ça. C'est la vérité. La vraie histoire, c'est ça. C'est pas qu'est-ce qu'ils ont écrit. Puis en plus de ça, c'était écrit par l'Église catholique, les livres des frères... comment ils appelaient ça, les frères? Les écoles chrétiennes. Les écoles chrétiennes. Tout un paquet de menteries, là. Tu te dis, hey, c'est-tu possible? C'est la religion qui fait ça. Mais avant que je comprenne ça, ça m'a pris du temps. Il n'y a pas personne qui m'a enseigné ça. Alors, là, moi, j'ai décidé, bon, ben, je vais faire ma loi. Puis, j'ai gagné. En même temps, quand vous avez commencé à faire les films, en disant que vous vouliez donner la voix à ceux qu'on n'entendait pas, vous avez aussi dit que votre objectif n'était pas de faire valoir votre voix à vous, puis vous venez de le répéter tantôt encore, ou même un point de vue culturel, ancestral. Vous vouliez faire parler les gens pour que ça donne une histoire plus grande encore que l'histoire des gens, dans le fond. Et vous avez utilisé cette méthode-là dans vos films pour raconter des histoires très complexes à travers des témoignages qui ont été très forts aussi. Pas rien que ça, c'est que moi, je pense, je le sais, que nos peuples sont tellement beaux. Je les adore. J'aime le son de la voix avec les expressions, parce qu'ils parlent en cri, ils parlent en abénaki, puis là, la deuxième langue, c'est le français ou c'est l'anglais, et le son, parce qu'ils parlent une deuxième langue de blanc, est très différente, mais d'une beauté. J'adore le son. Quand j'ai été faire le film à Moose Factory, Christmas at Moose Factory, tous les enfants parlaient le cri. Puis la deuxième langue, c'était l'anglais. Puis moi, je restais avec les enfants à l'école résidentielle, dans le dorm, je vivais là. Puis durant le jour, j'allais dans les classes, puis je racontais des histoires aux enfants, puis je chantais, puis je montrais des jeux.
Puis là, au bout d'un certain temps, je faisais 3-4 ans, j'y allais à chaque année. Là, j'ai dit aux enfants, ils me connaissaient, j'étais comme une parenté. Là. J'ai dit, à cette heure, c'est à vous autres de me conter des histoires. Puis c'est pour ça que quand vous regardez ce film-là, les enfants sont tellement à l'aise. Je n'ai pas dit, dis ça comme ça, ou je raconte cette histoire-là, il n'y a pas question. Les enfants se sentaient à l'aise avec moi, puis c'est eux autres qui racontent. C'est tellement beau. Même je regarde ce film-là aujourd'hui, je suis tellement contente d'entendre la voix des enfants, avec leur expression qu'avant, c'était le cri, puis là, c'était l'anglais, avec des sons que tu n'entends pas nulle part ailleurs. Excusez, là, j'oublie le micro. Mais, parce que moi, au cinéma, ça prend le micro. Ouais, alors là, non, mais... Puis là, ça a commencé parce que quand on a bâti la piscine à Odanak, c'était pas loin d'être drôle, là, CBC, Ron Kelly, a fait un film sur ma campagne pour bâtir la piscine. Puis là, ça a passé à Télescope. C'était un programme important. Vous êtes surpris à Pierreville, à côté, de voir du monde d'Odanak à la TV? Hey, là, ça a été incroyable. Puis là, le film a passé à CBC. Puis là, c'est l'Office qui ont vu ce film-là, puis ils m'ont fait venir à l'Office. Il faut que moi, je parle au directeur, pas au producteur. Puis là, c'est comme ça que ça a commencé. Mais je ne connaissais rien du film, moi, absolument rien. Mais là, je suis devenue tellement excitée quand j'ai vu que je pourrais aller dans les classes. C'est ça qui m'excitait. Pour leur conter une autre histoire, pas celle qu'ils lisaient, là. C'était tout des menteries, puis la méchanceté, là. C'est comme ça que ça a commencé. Puis là, j'ai commencé à faire des films, puis je suis là depuis ce temps-là. Puis ça fait 56 ans, puis j'ai fait 65 films. J'ai pas flâné. C'est des dizaines de films sur toutes sortes de sujets. Je ne peux pas m'empêcher de penser que quand même, au travers de celle-là, il y a des œuvres marquantes qui coïncident avec des périodes de tension politique, sociale importante. D'abord, la crise de Restigouche. Le film que vous avez fait à ce moment-là, c'était la première fois, à ma connaissance, qu'au Québec, quelqu'un avait un point de vue critique sur la façon dont on traitait les Premières Nations. Racontez-nous comment vous avez vécu ça, qu'est-ce que vous avez voulu raconter, puis comment c'était de l'intérieur. Vous voulez rire? Non, mais... Non, ça a été très dur parce que ce qui se passait à Restigouche, c'était au sujet de la pêche. Le conflit, donc, avec les Mi'kmaq. Le conflit, c'est que le Québec, à ce moment-là, René Lévesque était en charge. Là. Ouais. Puis moi, je connaissais René Lévesque, on était devenus un peu amis. Puis là, quand j'ai vu ce qu'ils ont fait, arrêter les gens, puis il y en a qui ont été battus, puis ils ont fait de la prison, puis c'était effrayant. En tout cas, moi, j'ai dit, je vais aller... En tout cas, une fois, quelqu'un de l'Office me dit, « Hey, à l'année, on est allé dans un party quelque part. » Puis René Lévesque était là. Puis, ils ont dit à René Lévesque, « Saviez-vous ça qu'à l'année, ça fait un film sur Restigouche? » Il paraît qu'il a dit, « Ah, fuck! » Le pire, c'est que ça me surprend pas. En tout cas, tu sais, mon Dieu, quand j'y pense. Puis là tu sais, les institutions du Canada, j'adore. Je trouve qu'au Canada, on a des choses qu'on ne voit pas dans d'autres pays. Et je suis capable de discuter puis de dire, bon, il y a des choses qui sont croches, ici puis ça, mais je suis capable de dire ce qui est bon dans ce pays-ci, puis c'est extraordinaire. J'en connais 17 institutions, entre autres, là, mais de voir que où on est rendu maintenant, je peux dire à vous tous, on a toutes ces institutions-là, comme CBC, Radio-Canada, l'Office national du film, Téléfilm Canada, ça finit plus. Il y a une place. Si tu t'en vas aux États-Unis, il faut que tu penses aux fondations pour avoir l'argent, pour essayer de faire quelque chose. Ça n'existe pas, ce qu'on a ici. Puis il faut le reconnaître. C'est extraordinaire, le Canada. Vraiment, là, je vous le dis ça. Puis il y a bien des fois que je suis partie en guerre, mais il faut donner ce que le Canada a droit. Et les possibilités. Je suis capable de dire aux jeunes maintenant, n'importe quoi que vous voulez être, n'importe quelle discipline. Penses-tu que j'aurais parlé de même il y a 10 ans passés? Pas en tout. Alors là, tu te dis, c'est possible. Puis il y a de l'argent dans ces institutions-là qui sont là pour, moi je ne dis pas les Autochtones, j'aime pas ça ce mot-là, mais pour les Premières Nations, pour être capable d'avoir de l'encouragement, de devenir ce que vous voulez. Regarde dans ton cœur, qu'est-ce que tu voudrais être? C'est possible.
C'est possible pour tout le monde. C'est ça que j'adore le Canada pour ça. Mais il s'est passé quelque chose quand même depuis 10 ans, parce que moi, un des choses qui m'a incité à écrire sur les questions autochtones, j'écrivais déjà, c'est qu'à un moment donné, à Pessamit, la directrice de la librairie, j'avais 3 romans, 3 livres d'écrits à ce moment-là, puis je ne disais pas publiquement que j'étais autochtone ou Innu, et, parce que je voulais juste pas de trouble dans mon travail. Mais mes amis savaient, évidemment. Et elle avait mis mes livres dans l'entrée de la librairie, puis elle avait écrit Michel Jean, auteur Innu. Puis quelqu'un a pris une photo, m'a envoyé ça. Puis dans le fond, je me dis, si elle fait ça, c'est pour dire aux jeunes que ça se peut écrire des romans. Puis il y a une dizaine d'années, je parlais avec des gens. Non, mais ça se peut que des Autochtones peuvent avoir accès à ça, alors que, justement, auparavant, on ne pensait pas qu'on pouvait devenir écrivain quand on était Autochtone. Et ici, il y a eu comme un balancement quand même qui s'est passé à ce moment-là, parce qu'aujourd'hui, il y en a plusieurs qui écrivent. Ouais. Hein, donc, ce que vous décrivez, c'est ça. Mais en même temps, si je vous ramène à Restigouche, on ne peut pas s'empêcher. Moi, écoute, honnêtement, je l'ai mis sur Facebook aujourd'hui, juste pour me faire plaisir. Mais vous avez parlé avec le ministre Lucien Lessard du gouvernement. Vous avez parlé? Non, vous. Ah. Ouais, j'ai déjà parlé, moi aussi. mais pas aussi bien que vous, par exemple, je vais le dire. Et si vous allez voir, allez sur YouTube, c'est facile à trouver. Il y a un extrait où vous lui parlez, puis vous lui reprochez l'attitude du gouvernement face aux Autochtones pendant les événements de Restigouche. Et honnêtement, là, vous l'avez comme pas ménagé un peu. Racontez-moi un peu ça, comment c'est arrivé. Je comprends. Hey, eux Méritait, autres, pas là, je ménagé. parlerais Moi, je dire n'ai le pas contraire. ménagé. Penses-tu qu'ils nous ont ménagé, eux autres? Non, Ils non. ont arrêté les jeunes, ils les ont mis en prison. Les jeunes se sont fait battre. C'était effrayant. Il y a des gens qui me disent, t'es-tu excusé? Mais excusé pourquoi? C'est à lui à s'excuser, pas à moi. C'est pas moi qui est venu à tapocher l'essor. Là, je lui ai dit ce que je pensais. Puis, je ne sais pas s'il y a 1 an ou 2 ans, quelqu'un m'a dit, Alanis, j'ai entendu Lucien Lessard dans une entrevue à la radio. J'ai dit, ah oui? Puis moi, j'étais contente. Je me dis, mais il est encore en vie. Tu sais, c'est correct, il est une personne. Fait que, Je ne l'ai pas achevé. ouais, mais là, elle dit, c'était en anglais, je pense. Ils ont dit, vous ne trouvez pas que c'est exagéré comment vous avez tapoché les Mi'kmaq, puis qu'est-ce qui s'est passé? Puis apparemment, il a dit, perhaps. J'ai mon voyage. Il y avait cheminé, mais pas beaucoup. Non, mais dans ce temps-là, c'était très difficile parce que moi, j'étais un peu hors du père à travailler à l'office. Puis là, il y a quelqu'un qui m'a dit, puis ça, c'est pas, je veux pas que vous pensiez l'office pensait comme ça, c'est pas vrai. Mais des individus qui travaillent dans une institution ou n'importe où ont tous un pouvoir. Alors, une des femmes qui avait beaucoup de pouvoir m'a dit, Alanis, tu n'as pas le droit d'interviewer les Blancs. Toi, tu vas parler aux Indiens, puis ça finit là. Êtes-vous As-tu sérieuse? compris? Tu n'as pas le droit de parler aux Blancs? Oui. Ben, elle s'est trompée d'Indienne, là. Ouais. Mais c'était effrayant, c'était ça dans ce temps-là. Là, c'est rare que ça m'arrive, mais je suis sans mots, là, quand même, Mme Omar-Sawan. Puis quand il fallait avoir de l'argent pour faire un film ou pour avoir d'autres argent pour continuer le film, il fallait que tu passes par elle. Il y avait un groupe de filmmakers là, qui faisait partie de ça. Fait que là, tu allais, puis tu faisais ta présentation. Fait que là, il fallait que je retourne là. Puis là, j'avais rien dit que j'avais fait l'entrevue avec Lucien Lessard. Mais ils l'ont su, ça? Je pensais qu'elle allait mourir d'une attaque du cœur. Oui, hein? Ben, ça a pris du temps avant qu'on le voie. Ils ont bloqué votre film. Ben oui, ils ont bloqué. Ben, allô, blocage. Mais en tout cas, moi, tu sais, je me suis battue tout le temps, à coups de poing des fois. Là. Mais là, le ministre, vous l'avez tapoché l'épaule. Vous n'avez pas fini. Vous poussez comme ça sur l'épaule. C'était bon, quand même. J'ai pas touché. Un petit peu, oui. J'ai pas touché? Oui. Ouais, voyons donc. Oui. L'épaule? Ah, j'ai regardé aujourd'hui encore. J'ai pas touché l'épaule. Vous êtes plus douce dans votre mémoire que dans l'entrevue. Lui aussi, s'était trompé d'indienne. Ouais. Mais pour les jeunes Autochtones, quand même, ça envoie le message qu'on est capable de se tenir debout. Il y a beaucoup de gens qui ont dit, quand ils ont vu ce film-là, là, ils voyaient que c'était possible de se défendre. Là, tu sais. C'est aussi simple que ça. Voilà. L'autre film important aussi, je trouve, c'est votre film sur la crise au cas. Ah ouais. L'enfer. Puis moi, je trouve que je l'ai regardé encore récemment, puis ce film-là est tellement actuel.
parce que les blessures de la crise d'Oka sont pas terminées, que les Mohawks n'appellent pas la crise d'Oka, mais l'invasion d'Oka. Ça nous rappelle qu'il y a toujours deux points de vue à une histoire, mais qu'on entend généralement celle de la majorité. Racontez-nous un peu comment vous est venue l'idée de faire ce film-là et comment ça s'est passé. C'était vraiment pas comique, là, mais des choses que j'ai jamais parlé dans ce temps-là, que maintenant j'en parle. Mais quand j'étais derrière les barricades, c'était l'armée qui était plus proche des barricades, puis il y avait la police qui était un peu plus loin. Et ce qui était écœurant pour moi, parce que je couchais dehors, hein, on n'était pas en dedans, là, nous autres, là. Je couchais dehors, puis, mais j'avais tout le temps peur parce qu'à un moment, j'ai compté les jours, 8 jours. Quand j'arrivais en avant, tu sais, quand il y avait quelqu'un qui nous amenait en avant, là, puis là, il y avait des journalistes, puis toutes sortes d'affaires qui se passaient. Fatigants, là, ouais, je sais. Ouais. Hein? Les fatigants, les journalistes, là, pour ça. Ah, ben, il y en avait qui n'étaient pas pires. Mais c'est que ce qui était effrayant, puis que j'ai jamais dit dans ce temps-là, c'est qu'à un moment donné, j'arrive en avant. Alors, tu sais, il y avait les tanks d'armée. Puis là, j'entends un soldat qui dit « Tiens, voilà la squaw ». Alors là, ça a commencé... Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire « squaw ». Dans notre langue, c'est un très beau mot qui veut dire « femme ». Mais les Blancs ont interprété le mot « squaw » en voulant dire « Toi, tu vas t'étendre, je vais te fourrer, puis je vais te tuer. » Puis on le sait, ça. C'est depuis tout le temps. Alors là, quand il disait « Tiens, voilà la squaw », j'avais très peur d'être battue, là, tu sais. Puis une journée, j'arrive en avant, puis il y a un soldat qui dit à l'autre « Tiens, voilà ta squaw ». Alors là, c'était encore pire. Je me suis dit, là, ils doivent... Je couchais dehors, n'importe qui aurait pu me sauter dessus, puis me violer, puis tout ce que tu voudras. Ça, j'ai trouvé ça très épeurant. Si je disais que j'avais pas peur, je mentirais. Fait que ça a duré un bout de temps, mais j'en parlais pas. Je veux pas que le monde le sache non plus. Mais ça, c'est écœurant. Parce que je savais, tu sais, les femmes disparues, là, qui ont été violées, puis que c'est encore... Juste pour ça, je suis habillée en rouge aujourd'hui. C'est pour honorer nos femmes qui ont disparu, puis qui ont eu des choses horribles, là. Se faire violer, puis tout ce qui... Pourquoi vous avez senti le besoin de débarquer avec votre caméra pendant la crise? Bien, premièrement, le matin, je m'en allais à l'office, et puis j'étais en auto. Puis là, j'entends bang, 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 là, il y a un shootout à Oka. Alors, au lieu d'aller à l'office, je suis allée là. Puis là, j'ai vu ce qui se passait, puis je disais, je change de production, il faut absolument que je couvre ça. Puis j'avais raison. Puis là, je suis revenue, puis là, c'était dur, là, parce qu'on ne pouvait pas rentrer dans le village. Et puis finalement, on a eu des permis, tu sais, comme journaliste. Puis là, ben, je suis restée là les 78 jours plus 2 semaines. Comment les Mohawks vous accueillaient, là, vous, comme journaliste, réalisatrice, qui est quand même une Première Nation? Je suis Abénaquise, oui. Vous êtes des cousins un peu? Hein? Vous êtes des cousins un peu, quand même, les Abénaquis puis les Mohawks. Des cousins ennemis, mais quand même. En tous les cas, c'était pas facile dans tous les sens, là. Puis, tu sais, eux autres parlaient pas français, là. Alors, les Warriors, puis tout ça. Alors, je regardais le journal. Puis dans les journaux, comme Montréal, là, puis toutes ces gens, ils disaient un paquet de choses contre les Mohawks. C'était raciste à mort. Puis là, je voyais les journalistes qui venaient, ils revenaient le lendemain. Puis les Mohawks ne savaient pas que c'est eux autres qui avaient écrit ça, puis ils ne savaient même pas ce qui était écrit. Puis là, je voyais ça, je trouvais ça effrayant. De jouer, tu sais, sur la langue. Puis eux autres ne savaient pas ce qui se passait. C'était tellement épouvantable ce qu'ils écrivaient au Québec sur la crise d'Oka. Ça, là, c'est vraiment... C'était plus que raciste, là, c'était méchant. Alors, bon, on se souvient notamment des propos de Gilles Proulx, qui était à la radio. On se souvient... lui, là. Hein? Il m'a dit qu'il n'était pas raciste l'autre jour. Ah! Ouais, j'ai dit qu'il était raciste. Il m'a dit non, je ne suis pas raciste. Il y en avait un autre là, qui avait une émission tous les jours. Là. C'est effrayant. Pierre Pasco. À l'époque, Je me souviens plus du nom. En tout cas, toutes les choses qu'il disait, là, c'était tellement méchant. Puis quand on est comme vous, une militante, OK, une réalisatrice et tout, mais vous êtes aussi une militante de la première heure, que vous vous retrouvez sur la ligne de front vraiment à Oka. Ah oui, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas dire, là,
Ah, tu sais, j'aide beaucoup les jeunes qui veulent faire des films, tout ça. Tes raisons pour faire ce que tu dois faire ou ce que tu veux faire. Faut pas te dire, je vais faire des films, ils vont dire que je suis extraordinaire. Oublie ça. Ça se passe pas de même parce que moi, je te dis que j'ai été haïe parce que j'ai fait les films que j'ai faits sur Restigouche puis sur Kanesatake. Mais c'est pas ça la raison. C'est le cœur, c'est de dire la vérité, c'est historique. Que tu entendes la voix des gens qui sont dans cet espace horrible. C'est pour ça, c'est là qu'il faut que tu saches que dans ton cœur, c'est historique. Là. Il faut écouter ça, il faut savoir tout ce qui est la vraie histoire. Là, c'est correct. Mais je ne suis pas d'accord si tu dis « je vais faire un film, puis ils vont me dire que je suis fantastique. » Parce que c'est loin d'être ça. Je te dis qu'ils m'ont haï parce que j'ai fait ces films-là. Maintenant, les mêmes personnes qui m'ont haï, qui ont fait des articles sur moi horribles, même aujourd'hui, me parlent aujourd'hui. C'est ça qui est extraordinaire. Il faut croire à la vérité, ce qui est possible, puis qu'est-ce que c'est que l'histoire. Puis tout le monde a de quoi de bon dans eux. Même les pires qui vont, je dirais un mot pas poli, je ne le dirais pas, là, mais tu sais, qui vont te faire ça là-dessus. Là. On comprend. On comprend. Bon, ben c'est ça. Mais Mme Obomsawin, quand même, dites les gens m'haïssaient, les gens ne m'aimaient pas parce que je faisais ça. Aujourd'hui, ils m'aiment. Oui, mais à l'époque, vous disiez une vérité que les gens n'étaient pas prêts à entendre ou écouter parce que pour l'ensemble des Québécois, à ce moment-là, les Mohawks étaient des méchants. Ben oui. Puis, ils alors, les haïssaient. En plus, ils parlaient anglais, tu sais, je veux dire. Ouais. Puis les gens avaient l'impression que c'est comme presque les Mohawks qui avaient attaqué, alors que les Mohawks... C'était toute leur faute. Oui, c'est ça. Alors que les Mohawks, de leur point de vue, eux, ils ont voulu empêcher simplement de détruire la Pinède. Les cicatrices d'Oka, est-ce que vous pensez qu'on vit encore avec ça aujourd'hui? Est-ce qu'il en reste quelque chose? Moi, je dirais que ça a changé beaucoup. Je vais vous donner un exemple. Là. Je ne nommerai pas personne, mais un jour, quelqu'un a fait un article sur moi à cause de ce qui se passait. Puis cette personne-là m'a descendu à un point très grave. Et puis là, les années passent. Puis moi, j'ai fait 4 films sur Oka. Alors là, l'Office fait une boîte avec les 4 films. Alors là, quelqu'un vient de l'Office une dizaine d'années, cette personne-là veut t'interviewer, puis je savais que, tu sais, elle m'avait haï à mort, là, puis... Alors là, il fallait qu'on se rencontre dans un restaurant. Alors, je m'en vais dans le restaurant. Puis là, j'avais mis mes gants de boxe. Là, je me disais, bon, ben, on va encore dans une chicane, tu sais. Puis là, cette personne-là me dit, « Oh, c'est extraordinaire ce que vous avez fait. » Je pensais, c'est-tu la même personne? Je vous le dis, elle était complètement changée d'idée, puis elle me trouvait... c'était tellement important ce que j'avais fait. C'est un exemple que beaucoup de gens ont changé d'idée quand ils ont connu un peu plus qu'est-ce que c'était la vraie histoire. Et c'est tout ça. Moi, partout ce que je vais au Canada, je vois des choses que jamais j'aurais pensé que c'était possible. Je comprends, puis je l'entends parce que moi, j'ai écrit Kokum parce que je me rendais compte que les gens autour de moi comprenaient pas la réalité des Premières Nations. Ils pensaient que les Autochtones vivaient dans des réserves, soit parce que ça datait du régime français, puis je leur disais, moi, ma grand-mère est née en territoire, moi, je suis né à l'hôpital d'Alma. Donc, c'est plus récent que ça. Puis je me disais, si les gens voient l'autre côté de l'histoire, ils vont être capables de comprendre. Et je me rends compte que c'est vrai, quand on fait confiance aux gens, ils sont capables. Mais en même temps, je vois qu'il y a quand même souvent au plan politique une certaine résistance. Je regarde, par exemple, aujourd'hui, dans les nouvelles, la nouvelle, c'était que François Legault est à Terre-Neuve pour une entente historique sur l'hydroélectricité avec Terre-Neuve. On est en plein état-sinant le territoire des Inuits. Il n'y a pas d'Autochtones là-bas et ça se négocie en l'absence encore des Inuits. Puis le premier ministre de Terre-Neuve a dit, on va leur parler en temps et lieu, en fait. Donc, il y a des choses qui changent, mais il y a d'autres qu'au plan politique, ça, on a l'impression que c'est plus dur à changer. Avez-vous ce sentiment-là? Bien, je n'ai pas le sentiment, je le sais, je vois clair. J'entends, puis je trouve ça extraordinaire. Beaucoup de gens me disent, « Oh, mon Dieu, on a perdu, on aurait dû écouter plus. » Tu sais, le fait, il y a 11 nations ici au Québec. Puis tous ces gens-là qui parlent leur langue, c'est beau. Alors, la perte, c'est pas nous autres. C'est les gens qui n'ont pas
pris avantage à ce qu'il y avait. Tu parles de la médecine. Mon père faisait des remèdes. Si tu avais une malaise de peau, là, il guérissait des gens. Puis dans ce temps-là, c'était contre la loi. Si tu te faisais vendre une bouteille de remède, tu pouvais aller en prison. Puis ma mère, elle faisait passer les pierres. Imagine-toi. Alors, c'est toutes des choses qui sont anciennes, qui ont de grandes valeurs, qui sont belles. Notre peuple, ils sont beaux. Je les aime. J'aime qu'est-ce qu'ils ont de l'air. J'aime comment ils parlent. Hey, les perdants, c'est pas nous autres. En même temps, quand vous dites, je pense... Bon, on peut applaudir. Quand vous voyez, par exemple, je regardais dans l'actualité, dans les derniers mois, la création d'un musée de la nation québécoise, et Éric Bédard, l'historien, qui disait « Ouais, mais on ne peut pas inclure vraiment les Autochtones, les Premières Nations, parce qu'ils n'ont pas d'écriture. C'est pas vraiment l'histoire, c'est la préhistoire du Québec, les C'est Premières lui qui Nations. est ignorant. Oui. Mais il y a quand même des gens qui pensent encore ça, puis il y a quand même des docteurs à l'université. Oui, bien, il faut le dire. Puis il y a énormément de nos gens qui ont écrit des livres, qui sont au niveau éducationnel maintenant, des films. Les filles veulent toutes, les jeunes veulent toutes faire des vidéos. Alors, ça veut dire que dans les nations différentes, d'une place à l'autre, il y a des gens qui font l'écriture, qui font des choses pour l'enseignement, qui sont très importantes. Quand je dis aux jeunes, connais-tu ta grand-mère et ton grand-père? Ouais. Les as-tu déjà entendus parler? Ouais. Quand ces gens-là âgés meurent, c'est comme un livre qui s'en va, tu connais rien, tu sais rien. C'est eux autres comment ils ont survécu ici. C'est eux autres qui ont l'histoire, qui peuvent faire... Moi, aux gens, une fois, j'étais à Dartmouth College, puis j'avais reçu une affaire extraordinaire. Là. Un autre doctorat honoris causa là, qui arrive comme ça. Là, ouais. Mais là, j'étais là 3 mois de temps, puis je vivais dans une maison de riches. Puis là, j'avais un jardinier. Moi, à la Nice, au Baume-Saint-Ouen, un jardinier, hey, c'est incroyable. Puis là, j'étais gâtée pourrie. Puis là, il disait à la Nice, puis là, je donnais un cours sur le film. J'avais 13 élèves. Là, il disait, là, si tu veux inviter n'importe qui, des élèves, tu nous le dis, puis quelqu'un va venir faire à manger. Il y avait un chef aussi. Ben oui. Là, si je disais, bon, ben là, je vais inviter tant de gens. Alors, il venait. Puis là, il y avait un cuisinier qui venait d'un très bon restaurant avec la vaisselle, excusez. Tout, il faisait à manger. Puis il repartait avec la vaisselle sale, puis j'avais rien à faire. C'était incroyable. J'étais gâtée pourrie, là, puis j'ai adoré les ça. livres que je mette au cinéma, moi, là, ça a l'air plus intéressant, les sites au cinéma que dans le monde du livre. Ah, c'était... J'ai été gâtée, là, genre, à moi, un jardinier. Imaginez-vous. T'es-tu beau? Ben, il était pas pire. Ça semblait, vous en parlez beaucoup, hein, il devait être pas pire. Non, mais ça a été vraiment spécial. Puis là, ben, je donnais des cours, puis j'avais 13... Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. C'est que j'avais 13 élèves. Fait que j'ai dit, là, on a de l'argent, on peut aller jusqu'à 10 minutes. Vous allez chacun d'entre vous faire un film de 10 minutes. Mais, je vous avertis, moi, j'ai des lois, je suis très stricte. Il faut que ce soit dans la parenté. Il faut que ça soit sur votre mère ou sur votre père. Puis là c'était frette, là. Hein? Alors, il y a un gars, il dit, en tout cas, moi, il dit, je ne vais pas rien faire. Mon père, il dit, il est allé à l'école jusqu'à 2e année, puis en tout cas, il n'y a rien qu'il ne disait pas contre son père. Ben j'ai dit, ben c'est bien dans quoi? Tu devrais faire un film sur ton père, tu vas apprendre quelque chose. Ben, en tous les cas, là, il y en a beaucoup qui m'haïssaient, là, parce que je disais, non, il faut que ça soit dans la parenté. Ben celui, le pire, là, qui disait que j'étais effrayante d'exiger ça, il a fait un film sur son père. J'essaie de penser, je viens le cœur gros. Son père, là, sa job, c'était pour la ville, dans une ville aux États-Unis, d'effacer les gens qui peignent des choses partout, là. Hein? Les graffitis. Il peignait par-dessus ça. Puis là, il a interviewé son père. En tout cas, à la fin, là, chacun a montré leur film. Les gens pleuraient dans la salle. C'était le meilleur film, puis c'est lui qui chialait le plus contre moi. Son père, là, tout le monde l'adorait, puis incluant lui, il a découvert son père.
Il dit, j'ai toujours pensé, mon père est ignorant, il n'a pas été à l'école plus que 2e année. Puis tu sais, put him down. Puis là, le même Dartmouth College m'ont demandé, est-ce que tu nous donnes la permission de mettre ça dans les archives? C'est juste pour dire, pour que les jeunes, je leur parle tout le temps. Tes grands-parents, ce qu'ils sont? Ils vivent-ils avec vous autres? Ils ne savent rien. Je dis, écoute donc, va donc écouter ta grand-mère, ton grand-père. Demande-leur comment est-ce qu'ils ont commencé leur vie, comment c'était ici au Québec, tout ça. Et puis ça, c'est vrai pour tout le monde. Hein. Il n'y a pas personne ici qui ne devrait pas penser à l'historique de leur famille. Parce que c'est là que vous allez savoir d'où vous venez. En tout cas, toutes sortes de choses comme ça. Alors moi, je trouve le documentaire extraordinaire. En même temps, je retiens 2 choses de ce que vous venez de nous dire. 1, que la recette, c'est de toujours rester à l'écoute des autres. Oui. Et 2, ce que vous décrivez sur le rapport à la famille, aux parents, Mme Obomsawin, c'est très Abénaki, Innu, Cri, dans la culture des Premières Nations aussi, ça. Oui. Ça, mais c'est pour tout le monde, toutes les races. Parce que souvent, tu vas dans une maison, les grands-parents sont dans une pièce en arrière, tu ne les vois pas, ils sortent pour manger, puis ils disent pas grand-chose. Ça me crève le cœur. Je ne suis pas capable d'endurer ça. Parce que c'est là le savoir. C'est avec les gens âgés. Puis pour ceux qui pensent que c'est pas important, là, ben, viens pas me dire ça à moi. Là, c'est tellement important. De savoir comment les gens ont survécu dans des temps très durs, très difficiles. Les politiques, puis tout ce que tu voudras. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelle création qu'ils ont faite. C'est du monde... Les gens âgés, c'est du monde riche en savoir, puis c'est beau. I feel like hugging them. J'ai envie de les serrer dans mes bras autant que je les aime. Un jour, il y avait Joséphine Bacon, que vous connaissez certainement. Elle a reçu un doctorat honoris causa de l'Université Laval. Joséphine, elle vient de la communauté de Pessamit, qui est sur la Côte-Nord, qui est une communauté Innu qui n'est pas loin de Baie-Comeau. Puis quand je lui ai parlé pour la féliciter, sa réaction, c'est quand même un honneur pour une Innu de doctorat honoris causa, etc. Sa réaction, ça a été de dire avec un visage d'enfant, « Michel, l'aîné de ma communauté est venu pour la cérémonie. Oh. » Parce que Mme Cécile Bacon, qui est l'aînée, était venue pour la cérémonie de Pessamit. Et Joséphine, ce qu'elle a retenu de ça, c'est que l'aîné de sa communauté lui a rendu hommage en venant. Puis c'était plus important que tout le reste. Que tout le reste, c'est ça. Ça montre l'importance, dans le fond, que les aînés ont pour les Premières Nations. Il y a les aînés, puis il y a les jeunes aussi. Quand on regarde l'exposition, on voit beaucoup une jeune, Obomsawin, qui a du front tout autour de la tête, puis qui se tient droit, le dos au mur. C'est le cas de le dire déjà. Aujourd'hui, je dirais qu'il y a une jeune génération qui, j'imagine, doit vous inspirer aussi, parce que je vois beaucoup, moi, chez les jeunes des Premières Nations et des Inuits aussi, des gens qui sont éduqués, qui prennent conscience de leur rôle, qui se laissent moins marcher sur les pieds, qui réaffirment leur fierté de faire partie de la Première Nation. Oui. Oui. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça, Mme Obomsawin? Je suis tellement contente. Je vois tellement de belles choses partout, toutes les possibilités. Puis les jeunes sont beaux, puis le discours est différent. C'est pas comme là, 20 ans. Tu avais peur de dire comment tu t'appelles. Ouais. Alors, c'est beau. J'aime le Canada. J'aime les Canadiens. Je dis toujours que la province de Québec, c'est la province de poésie. Pas juste pour les Français qui sont ici, les Québécois, mais avec nos 11 nations, qui ont des choses à dire, qui racontent des belles choses. Le son de la parole, c'est, pour moi, c'est sacré. Juste une dernière chose avant qu'on passe à la période des questions. Vous êtes d'Odanak, vous êtes toujours resté près de votre communauté. Tantôt, quand on discutait avant, vous me racontiez que vous faites des paniers de Noël depuis 60 ans et plus, que vous faites encore. Vous ne vous êtes jamais éloigné de votre communauté. Je pourrais pas. C'est là que je deviens. Non, j'adore les enfants. Puis je veux que toute ma vie, c'est de savoir que tout est possible. Toutes les jeunes, j'ai toujours encouragé
si jamais il y avait un temps où tout est possible, c'est maintenant. C'est maintenant. Pas v'là 10 ans, là. C'est maintenant. Tout est possible. Tu veux être médecin? Tu n'es pas obligé d'être qu'est-ce que ton père et ta mère veulent. Toi, qu'est-ce que tu veux être? Tu veux faire du bien, c'est tout possible. Il y a de l'argent, là, dans toutes les institutions exprès pour les Premières Nations, pour les Inuits, pour les Métis. Hey, c'était pas comme ça, même 20 ans, 10 ans passés. Difficile, là. Tu fais application pour faire quelque chose, puis c'est l'enfer, là. On vit dans un temps extraordinaire, puis je veux que tout le monde le sache. Puis ça, c'est pour tout le monde qui ne sont pas des Premières Nations aussi, que c'est possible, puis que vous nous regardez autrement. Je pense que vous nous trouvez beaux. On vous a toujours trouvé belle, Alanis Obomsawin, quand même. C'était pas difficile. Non, mais ça, c'est pas moi, là, mais c'est tout le monde. En tout cas, vous écoutez, ça reste toujours inspirant. Hein? Puis je trouve que vous avez gardé cette jeunesse-là dans le regard et dans le cœur qu'on voyait chez la jeune Alanis, puis qui est encore présent aujourd'hui. Je vais vous chanter une berceuse. Ah ben oui, ça, c'est une bonne idée, ça. Parce que, tu sais, pour moi, pour les enfants, c'est ce qui est le plus important. Puis ça, c'est une berceuse en cri que quelqu'un m'a enseignée. Puis moi, je l'ai traduit en français pas en anglais. Pas besoin de micro. Johnny say, Tani Basi, Tani Basi, Tani Basi, Tani Johnny say, Tani Basi. Tani Basi. Go to sleep, my little baby. Go to sleep. Go to sleep, my little one. Go to sleep. Go to sleep. Fais dodo, mon tout petit. Fais dodo, fais dodo, mon tout petit. Fais dodo, fais dodo. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Showman, un jour, toujours, quand même, ça reste dans le cœur, ça aussi. Merci beaucoup, Alanis Obomsawin. Mais je pense qu'on va laisser la chance à des gens. Je suis certain qu'il y a des gens qui ont beaucoup de questions à vous poser. Puis on va profiter donc des dernières minutes de la rencontre pour les gens qui ont des questions à poser. Il y a 2 micros à droite et à gauche. C'est le contraire pour vous. Allez au micro, puis on va prendre 10-15 minutes. Vous êtes encore en forme? C'est ça, c'est bon. C'est drôle, j'en doutais pas une seconde. Oui, madame. Bonsoir, un immense merci. Avec un ami qui est ici, on est allé 2 fois voir votre exposition. J'avais une question, vous y avez un petit peu répondu. Je me demandais s'il y avait un avant et un après Kanesatake. C'est quand même un événement qui a mobilisé l'ensemble des nations dans un continent. Et peut-être qu'il y a des gens qui ne le savent pas, mais
quelques Allochtones. Tous les mercredis soirs, il y avait une marche de solidarité à Montréal. Je le sais parce que j'y étais avec d'autres personnes. Mais ma question, c'est... j'ai l'impression qu'il y a eu un événement marquant à tous les 20 ans au Québec qui ont été un peu un jalon, qui ont marqué une génération. On a parlé du refus global, si je me souviens bien, en 1948. Ensuite, les événements d'octobre 70. Je saute un 20 ans, j'arrive à 2012 avec les grèves étudiantes. Et entre les deux, il y a 1990, les événements de Kanesatake. Avez-vous l'impression, mais je pose la question, j'ai un petit peu une hypothèse, que cet événement-là était un jalon dans l'histoire du Québec, au même titre que les autres événements? Elle demandait, en fait, est-ce que vous avez l'impression que la crise d'Oka, c'est un jalon dans l'histoire du Québec, au même titre que la crise de 70, que le refus global, que la crise étudiante en 2012, par exemple? C'est beaucoup plus que le Québec, c'est tout le Canada. Parce que la résistance que les Mohawks ont fait, qui ne s'est jamais produite avant, pour toutes les communautés qui ont toutes vécu ce même genre d'histoire, ça a donné de la force à tout le monde et pas avoir peur de se tenir debout puis de dire non, c'est nos terres. Puis ça a donné une force à travers le pays, pas juste au Québec, à travers toutes les nations de nos peuples, qui ça a été une force incroyable, ce que les Mohawks ont fait. Peut-être qu'on l'a moins vu au Québec de ça, parce que les gens étaient tellement focusés sur ce qui se passait ici, mais dans le reste du Canada, cet événement-là, c'est vrai, a été suivi. Puis même ici, même qu'ils ne voulaient pas le voir dans le temps, ils l'ont vu finalement, parce que tout ici, je suis certaine que vous pensez autrement que ce que vous avez pensé dans ce temps-là. Alors, c'est ça qui est extraordinaire. Ça revient toujours à... C'est pas facile de dire on va résister, on va faire une résistance. Ça ne s'est pas passé du jour au lendemain. Ça a été très dur, très difficile, puis très destructeur dans bien des sens. Alors, de voir ce qu'ils ont fait, puis tout seul, parce qu'en général, les Québécois détestaient les Mohawks. Je ne pense pas qu'ils se sentent de la même manière maintenant. Mais c'était épouvantable. Et d'être capable de dire « je résiste », et puis le maire Ouellette, qui, toute l'histoire, si vous avez regardé le film, vous savez ce qui se passait. C'est tellement ouvert, le racisme. Là. Tu le voyais à l'écran, là. Les sauvages, là, puis tout ça. Là. Puis ça a donné une force incroyable. Et ça a fait des changements pour le pays, pas juste le Québec. Ça, c'est sûr et certain. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y, madame. Il ne faut pas être gêné, il faut en profiter parce que... Moi, je suis un peu gênée, par exemple. Mais... Pas de raison. Parlez fort pour qu'on entende bien devant. Déjà, je vais commencer par dire que je vous trouve merveilleuse, je vous trouve beau et belle. Ce soir, c'était une leçon d'écoute, de courage, deux choses dont on manque, je trouve, aujourd'hui beaucoup. Désolée, je suis un peu émue. Je trouve qu'on est aussi dans une société de plus en plus où on voit qu'il y a un certain repli. Je pense à vous, Monsieur Michel Jean, certains de vos livres, aujourd'hui, ça fait débat sur est-ce qu'on doit les lire ou non. La réponse pour moi, c'est évident que oui. Que faire face à ces replis-là, ce racisme, toutes ces formes de discrimination qu'on voit de plus en plus. Alors, je me demande si vous avez des pistes, vous qui avez connu beaucoup de luttes et qui avez beaucoup de courage. En fait, il y a quand même parfois des replis. Par exemple, on a vu dans l'actualité ces derniers jours... il y avait des élèves, entre autres, un de mes livres sur les pensionnats. Un élève ne voulait pas qu'on lise ce livre-là et ça a fait débat. Est-ce qu'on devrait retirer ces livres-là parce que il trouvait que c'était trop difficile parce que ça parlait des pensionnats autochtones. Puis l'argument, c'est si on ne peut pas raconter nos histoires parce qu'une personne trouve que c'est trop dur pour lui. Ça a été dur pour ceux qui l'ont vécu. On peut les raconter, ces histoires-là. Donc, sa question, c'est est-ce que vous craignez quand même des replis
ou des reculs malgré tout l'optimisme. Ben, qu'on voit quand même. imaginez-vous si vous n'êtes pas capable d'entendre la vérité. C'est ça qui est grave. C'est pas nous autres. C'est ce qui s'est passé, puis qu'est-ce que c'est que la vraie histoire. Puis ce qui s'est passé dans les pensionnats, c'est horrible. Puis avec toutes les familles qui ont vécu ça, puis qui étaient obligées d'être dans le silence, et qui maintenant c'est ouvert, puis même que moi je fais beaucoup d'écoles encore aujourd'hui, puis l'éducation c'est ma première intérêt, et je vois et j'entends les gens ils disent ça se peut pas que ça soit passé comme ça, mais c'est vrai, puis c'est ça l'historique. Puis c'est ça ce qui s'est passé. Pourquoi essayer de compter encore des menteries puis essayer de changer l'histoire? Il faut l'entendre, puis c'est comme ça qu'on se comprend, puis c'est comme ça qu'on devient mieux, puis c'est comme ça qu'on est capable d'aimer le pire. Les gens qui nous haïssent ou qui ont une... ils disent « Ah, les sauvages sont toujours après se lamenter, puis les pensionnats, puis je ne veux plus entendre parler de ça. » Bien, ça, c'est très grave. Et c'est d'entendre qu'est-ce que c'est que la vraie histoire. Et la vraie histoire, c'est ça. Puis il faut l'admettre, puis c'est ça qui s'est passé. Puis c'est pour ça qu'on est où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Et puis pour les gens, il y a beaucoup de Canadiens puis de Québécois qui entendent ça, ils disent ça se peut pas. Ils ont de la peine pour nous autres, puis ils veulent pas, ils ne voudraient jamais que ça se répète. Il y a toutes sortes de sentiments mais la vérité, c'est la vérité, puis on ne peut pas s'en cacher. Parce que la vérité a été cachée pendant tellement longtemps. Regardez ce qui s'est passé, il n'y a rien à être fier. Alors, c'est correct. Puis, il y a beaucoup de gens qui veulent nous aider, qui ont des idées pour faire changer la façon de penser. Il y a beaucoup de belles choses qui se passent au Québec et à travers le pays. Moi, je me dis, je suis chanceux, me voilà encore à 92 ans, je suis capable de voir la différence. Quelle chance! Je vous aime toutes, en tout cas. Ce que vous dites, ça résonne un peu avec... Un jour, j'ai entendu Elisabeth Isaac, la chanteuse Inuk. Formidable. Incroyablement formidable. Je l'ai vu encore en spectacle avant-hier, puis moi, j'ai pleuré tout le spectacle de voir Quand tu es entré sur scène, les gens ont applaudi à tout rond. Ouais, Là, je me suis dit, c'est quand même une chanteuse, une artiste, Inuk, puis les gens l'applaudissent comme si c'était Céline Dion, tu comprends? Puis ils connaissaient sa chanson, puis ils l'aimaient. Donc, ça en est un bout de chemin qu'on a fait. Puis elle manipulait la foule, elle a un charisme incroyable. Là. Mais elle a dit un jour à la radio, elle dit, dans l'expression vérité-réconciliation, il y a un mot très important. C'est le mot vérité. Et si on ne s'entend pas sur la vérité, on n'est pas capable de parler de la réconciliation. Puis je trouve que ce que vous nous dites, c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire qu'il faut s'entendre sur la vérité, accepter la vérité pour éventuellement passer à l'étape suivante. C'est comme ça qu'on devient meilleur, mieux. On est capable de s'aimer. On est capable d'apprécier l'autre personne. Ça n'a pas d'importance comment c'est le récit est ou les choses horribles. Là, puis on devient mieux. Ouais. Oui, question à droite, à gauche, en fait, pour vous. Est-ce que je suis désolé? Je me demandais si vous aviez un projet de film en cours, Madame Obomsawin, sur qu'est-ce que ça porte. Puis j'ai un deuxième volet à ma question. Tantôt, vous disiez qu'une bonne cinéaste, ça prend de l'écoute, puis que vous pourriez faire un bon film sur chaque personne. Ça serait quoi pour vous une autre qualité qui vous a permis de faire une 60aine de films en une 50aine d'années? Première question, c'est est-ce que vous avez un autre projet de film en cours? Bien, certain. Parce qu'elle voulait savoir c'était quoi aussi. Ah ben, c'est un film que j'ai commencé il y a très longtemps parce que depuis 2010, j'ai fait 7 films sur des sujets qui ont rapport aux droits de nos peuples et de nos enfants. Alors là, on a tourné à la cour tout ce qui s'est passé. Puis là, le film dont je travaille en ce moment, c'est très long parce que là, tu sais, il y a des argents que le Canada doit payer les familles, puis c'est très long, puis compliqué. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Mais il y a des choses incroyables. Alors, je couvre tout, et c'est encore rapport aux droits de nos enfants qui sont allés dans les écoles résidentielles. Pensez-vous faire apparaître ça quand? Ben, hey, là. Je peux pas... Mais pas de pression, moi je pose la question. Je peux pas dire l'avenir, moi, là. Je suis pas une...
Je dirais, raconte pas l'horoscope, là. Ouais. Deuxième question, c'était, vous avez dit tantôt, elle a dit, vous avez dit tantôt que l'écoute était une grande qualité pour, Oui. comme réalisatrice. Ce serait quoi les autres qualités, selon vous, hein, qui sont Premièrement, importantes? c'est d'être capable d'entendre, d'aimer à entendre, pas de juger, pas de répéter ce que vous pensez que l'histoire est. Alors, pour moi, c'est la voix, la parole, c'est sacré. C'est ça qui est le plus important. Surtout, je parle du message documentaire. Là. Je parle pas des fictions, que tu peux dire n'importe quoi. Là. Mais, ouais, c'est ça. Donc l'écoute, mais écouter, c'est aussi être capable d'entendre. C'est ça que vous dites? Bien, c'est ça. Tu sais, il y a bien du monde qui écoute. Il tout ça ennuyant. Là. Il n'écoute pas, puis il dit, elle va-tu finir? Fait 3 fois qu'elle se répète. Il y a des gens qui me disent, des journalistes, une fois, on était plusieurs ensemble, puis les journalistes disaient, Alanis, comment tu fais? Moi, je ne serais pas capable de faire ce que tu fais. Puis tu écoutes, là, puis là, ils se répètent la même chose. Je dis, ouais, c'est fantastique ce qu'ils se répètent. Tu prends la meilleure shot. Tu sais, là, est-ce que c'est mieux? Je ne suis pas fatiguée parce qu'ils répètent 3 fois la même affaire. Je vais prendre celle qui est le mieux, là, tu sais. Puis, toutes ces choses-là, tu sais, il faut aimer ce que tu fais. Sinon, là, oublie ça. Si tu t'en vas puis tu commences à juger, comment ça, elle dit ça, ça se peut pas. Tu n'as pas le droit de faire ça. T'écoutes. Chaque personne ici, vous avez votre histoire, puis c'est important. C'est votre vie. C'est pas un autre à côté qui a vécu ça. Puis il y a seulement vous qui êtes capable de l'exprimer tel que c'est. Puis moi, j'ai beaucoup de respect pour ça. Madame Obon-Sawin, merci beaucoup pour votre générosité. Merci d'exister. Puis merci d'être aussi jeune à 92 ans encore. Ça nous inspire tous beaucoup, je pense. Voulez-vous danser? Avec plaisir. Avec plaisir. Et merci à tous d'avoir participé à ça. Parfait. Monsieur le directeur qui est là. C'est pas le directeur, mais bonsoir à toutes et tous. Mon nom est François Le Tourneux, je suis au Musée d'art contemporain aussi, je suis conservateur. Simplement vous rappeler que l'exposition est ouverte jusqu'au 26 janvier, mais comme l'a bien dit Michel tout à l'heure, n'attendez pas. Venez voir cette exposition magnifique. Il y a un opuscule qui est téléchargeable, qui contient beaucoup d'informations intéressantes que je vous recommande de lire, même avant la visite. Aussi, un rappel qu'un grand nombre des films d'Alanis sont sur le site de l'ONF, donc, parce qu'il y a beaucoup de bandes à visionner quand vous venez au musée. Donc, il y a des choses que vous pouvez voir aussi chez vous. Je voulais aussi vous parler de points de vue qu'on a sur l'exposition. On a fait des points de vue déjà avec Mylène Gay et Caroline Monet. Mais il y en a un troisième avec Gotsi Sanourou du Moulin-Bouche le 8 janvier. Ce sont des gens qu'on invite à venir partager leurs perspectives sur l'exposition. C'est toujours très fascinant. Donc, vous êtes les bienvenus si vous voulez venir. C'est toujours les mercredis à 17h30. Et puis, Alanis nous fait le grand plaisir et le grand honneur de faire une seconde conversation avec Nicolas Renaud, qui est artiste visuel, cinéaste, monteur et professeur adjoint en études autochtones à Concordia. Et ça, c'est à l'ONF le 15 janvier à 18h. Alors, vous êtes conviés à vous joindre à nous encore une fois. L'exposition continue. Il y a beaucoup d'autres activités. Venez nous voir. Et puis, avant de vous quitter, surtout, remercier très, très chaleureusement nos invités, Alanis Obon-Sawin et Michel Jean, le bureau de l'écran autochtone et tous nos partenaires. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci tout le monde. Merci. Je voudrais juste vous dire une chose avant de partir. Ça marche-tu? Ouais. Je vais vous dire une chose. La façon dont je fais des films, c'est à l'ancienne. Puis je regrette rien. Puis je vais vous dire, j'ai réalisé à travers les années que quand j'étais petite fille à Odanak, il n'y avait pas d'électricité. Il n'y avait pas d'eau courante. On avait un puits. Puis le soir, qu'est-ce que vous pensez qui se passait? Des lampes à l'huile. Puis là, il y avait quelqu'un dans la cuisine qui venait. Souvent, c'était un guide. Tous les gars, en général, étaient guides dans le bois. Puis ce que j'apprécie, que j'ai appris dans mes gens, dans ma famille, dans les Abénaquis, c'est la façon dont les gens parlaient. La nature, c'était pas jamais contre la nature. C'était toujours avec la nature, avec l'eau, avec les animaux,
Chaque animal avait un chant, puis avait une histoire. Et c'est pour ça que... On a-tu le temps, là? J'ai-tu 5 minutes, là? Oui. Parce que c'est toujours pressé chez les Blancs. Non, on n'est pas pressé. Non, c'est qu'une fois, il y avait... le cousin de ma mère s'appelait Théophile Panadi. Puis là, je vais vous montrer, nous autres, on était des enfants. Puis chez ma tante Jessie, là, la sœur de ma mère, mettons que tu avais 3, 4 enfants, tu as 3, 4 films là. Parce qu'il n'y avait pas d'image. Alors, quelqu'un racontait quelque chose et chaque enfant, tu t'imagines, tu forges des images. Ben, je vais vous raconter une des histoires que j'adore. C'est Théo, il dit, imagine-toi, il dit, je faisais le guide pour des Blancs au lac La Pêche, près de Grand-Mère. Puis il dit, ben, là, je l'amenais, là, il y a des ours là, il y a ci, ça, puis la pêche. Fait qu'il dit, un bon matin, on vient-tu pas à la tente? Parce que le guide, non seulement il guidait pour aller faire la chasse puis la pêche, il fallait qu'il fasse une tente, il fallait qu'il fasse à manger, il fallait tout le travail. Puis il dit, je vois-tu pas des pistes d'un ours qui était passé par là? Ah, il dit, là, je suis mal. Hein? Ben, il dit, comme de raison, l'ours est rentré dans la tente, puis il a fait le bordel là-dedans, tout était à terre, puis il a pris un gros morceau de viande, puis il est parti avec. Fait qu'il dit là, le Blanc, il m'a dit, moi, là, je vais le tuer, lui. Je vais le tuer, là. Fait que Théo, il dit, je dis, non, c'est moi qui va s'occuper de l'ours. Fait qu'il dit là, tu sais, quand les Blancs viennent, ils apportent des caisses de cannes de manger. Fait que là, il y avait un paquet de cannes vides. Fait qu'il dit, moi, j'ai fait des trous dans les cannes. Puis là, j'ai passé une corde à travers ça. Puis là, j'ai accroché la corde à un arbre. Puis directement où ce que l'ours avait passé. Puis il dit, je connais l'ours, hein? Il dit, là, quand la lumière va changer, il va revenir. Fait qu'il dit, là, on se cache. Fait que, sure enough, l'ours vient un gros noir, puis il s'en vient, puis il passe. Fait qu'il dit, quand il passe en dessous de la canne, il dit, je commence à faire beaucoup de bruit avec les cannes. Ben, il dit, là, ça regarde ça, il est parti en courant, il est parti. Mais il dit, moi, je connais l'ours. J'ai dit, il va revenir encore à la même heure et demain soir. Fait qu'ils s'installe encore, puis on tient la corde. Puis l'ours arrive. Puis il regarde ça, puis il dit, là, je faisais ding, 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 ding. Puis là, ça regarde ça, il s'est dit, bon, c'est pas bébé dangereux, ça. Fait qu'il dit, il rentre dans la cabane, puis là, encore, là, il dit, il a fait le bordel là-dedans. Puis il est sorti avec... Il dit, penses-tu qu'il m'a pas fait honte, lui? Bravo. Merci.